Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Président du Rassemblement national, député européen, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Après un succès de mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats préparent déjà l'étape d'après. En ce qui vous concerne, au RN, pas d'appel à manifester, mais une opposition ferme que vous souhaitez incarner au Parlement. Alors, au risque de passer à côté d'un mouvement conséquent, vous nous expliquerez aujourd'hui votre stratégie et pourquoi le gouvernement, selon vous, devrait reculer alors qu'il ne cesse de réaffirmer sa détermination. Sur ce sujet et d'autres, à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour à vous Stéphane. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, quelques jours après la forte mobilisation de jeudi contre la réforme des retraites et à la veille de la présentation du texte en Conseil des ministres, le gouvernement, vous l'avez remarqué, de sortie ce matin dans la presse et se dit prêt à des enrichissements. Le ministre Gabriel Attal insiste, Jordan Bardella, sur des points essentiels comme le travail des seniors et d'éventuelles mesures coercitives. Est-ce que c'est le signe que le gouvernement a entendu et tient compte de la mobilisation de jeudi ? Non, c'est le signe que le gouvernement cherche à peu près tous les remèdes pour faire en sorte que les Français avalent la pilule. Les Français sont descendus en nombre dans la rue cette semaine. Ça a été une mobilisation pacifique, importante, qui a rassemblé, c'est peut-être là ce qui était intéressant, des Français venus de tous horizons, à la fois politiques et surtout professionnels. On a vu des salariés du privé, des fonctionnaires, on a aussi vu des policiers et des pompiers se mêler à ces cortèges. Et il y a aujourd'hui dans le pays, je crois, une majorité de refus qui est en train de se constituer autour et contre ce projet de loi, parce que les Français ont bien compris que ce projet de loi était néfaste pour eux et soulevait énormément d'inquiétudes. Les Français qui aujourd'hui nous regardent se demandent, avant même l'adoption de ce texte, comment est-ce qu'ils vont faire, compte tenu de la difficulté d'un certain nombre d'emplois, des critères de pénibilité qui ont été réduits par Emmanuel Macron depuis 2017, il en a supprimé 4 sur 10, de pouvoir travailler jusqu'à 62 ans. Alors 64 ans, beaucoup de Français sont conscients que ça va évidemment entraîner une baisse des pensions, parce qu'il y aura plus de Français qui vont être décotés, et puis de l'autre, un effort qui est injustement réparti. Le gouvernement affirme que tout n'est pas compris, qu'il faut continuer à expliquer, c'est le fameux mot de pédagogie. Est-ce qu'il y a un défaut de compréhension de cette réforme ? Les Français ont parfaitement compris ce qui se trame derrière ce texte. C'est à la fois la baisse des pensions, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de Français qui n'arriveront pas à 64 ans, et surtout il y a le sentiment que cette réforme répartit injustement l'effort. Comment pouvez-vous expliquer au peuple français que quelqu'un qui a commencé à travailler à 18 ans, qui par définition a un métier beaucoup plus pénible que le nôtre, va devoir travailler plus longtemps que dans la réforme actuelle, alors que quelqu'un qui a commencé à travailler à 24 ans, qui peut avoir un métier pénible intellectuellement, mais dont on se dit qu'a priori il partait avant à 67 ans, va aujourd'hui partir avec cette réforme à 67 ans. Donc cette réforme, elle est injuste, et comme d'habitude avec ce gouvernement, on est dans une logique qui consiste à faire travailler davantage, à faire payer davantage nos compatriotes les plus modestes. On a un peu le sentiment d'une forme de cynisme de la part du président de la République qui toujours s'en prend systématiquement au même. Emmanuel Macron avait joué carte sur table pendant la présidentielle, il avait annoncé 65 ans. Il a redit jeudi dernier en Espagne qu'il avait toute la légitimité politique, que les électeurs avaient tranché. Il a gagné largement face à Marine Le Pen. Alors, d'abord, faites-moi grâce de ça, il a dit tout et le contraire de tout. Il y a quelques années encore, en 2019-2020, Emmanuel Macron expliquait que le système des retraites n'était pas en faillite, ce en quoi il n'avait pas totalement tort à l'époque, et que ça serait d'une injustice inouïe que de demander aux Français les plus modestes, ceux qui travaillent dans l'industrie, ceux qui sont ouvriers, de travailler plus longtemps. Donc il a dit ça au tout début. Il a, vous avez raison, été élu. Il a pris personne en traite. Il a été élu lors de l'élection présidentielle et personne ne remet en cause son élection. Mais il y a eu des élections législatives. L'homme présidentiel a été élu en avril dernier. Mais le projet politique qu'a porté Emmanuel Macron, dans lequel il y avait cette réforme des retraites, a lui été mis en majorité relative, non pas absolue, lors des dernières élections législatives. Donc, il y a en réalité mille et une façons de s'opposer à la réforme des retraites. Il y a la rue, vous avez raison, et je salue cette mobilisation pacifique, et il y aura probablement d'autres marches dans le pays. Il y a le débat public, c'est ce sur quoi nous allons discuter pendant 1 heure ensemble. Et puis il y a l'Assemblée nationale, nous avons le premier groupe d'opposition à l'Assemblée, nous allons présenter une contre-réforme, et nous allons surtout mener l'opposition à ce texte à l'Assemblée nationale. On va s'arrêter quand même sur l'opinion publique, c'est quand même très important pour faire passer une réforme et pour qu'elle infuse dans le pays. Il y a ce que dit le président, qui a sa légitimité, la campagne présidentielle, il y a votre opposition. Est-ce que selon vous,
il faudrait demander l'avis des Français au-delà des sondages. Je pense que nous pourrions aller, dans les prochains jours, vers des temps difficiles et incertains, avec des mobilisations populaires dans la rue, des risques de blocage, c'est ce sur quoi se sont engagés un certain nombre de personnalités de la CGT, et puis il y a cette majorité de refus qui se constitue dans le pays, autour de ces 68% de Français, d'après le sondage IFOP, qui sont opposés à la réforme des retraites. Moi je dis, quand on a cet horizon-là devant soi, alors il faut passer par référendum. Et de soumettre ce projet de loi à référendum, tout le projet de loi, c'est dans la Constitution, on le soumet à référendum, à l'avis du peuple français, qui est assez mature, assez grand, pour comprendre ce qui va se jouer avec ce texte, et pour comprendre que ce texte va l'impacter directement dans la manière de travailler, dans la longévité de sa carrière. C'est un moyen de mettre ce texte au débat, d'en sortir par le haut, et surtout de s'appuyer sur le fait que, pardon, mais ce projet de loi, le projet qu'a porté Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, a subi un affront lors des élections législatives. C'est bien au Parlement, lors des élections législatives, que se discute le texte. Donc je pense que l'un des moyens d'éviter des blocages et surtout d'entendre aussi l'avis des oppositions et l'avis du peuple français, c'est de soumettre ce texte à référendum. Vous parlez de risques de blocage, des risques de blocage que vous condamnez ? Mais manifester est un droit, la grève est un droit. Le blocage, c'est autre chose, parce qu'évidemment, quand vous bloquez les raffineries, c'est la double peine pour les Français qui, en plus de subir cette réforme à 64 ans, sont contraints, évidemment, d'avoir des galères supplémentaires quand ils vont travailler, parce qu'ils ont besoin de leur véhicule, ils ont besoin de leur voiture. Donc, je suis beaucoup plus réticent et beaucoup plus mesuré sur les blocages. Ce genre de... pour l'instant, il ne s'est rien passé. Est-ce que vous condamnez s'il y en a ? S'il y a des blocages, on en reparlera, mais je ne suis pas pour les blocages. Je pense que la démocratie française est un équilibre subtil entre le débat parlementaire, ce qui se discute au Parlement et ce qui se discute à l'intérieur des hémicycles, la rue, au travers du droit de manifestation, qui est un droit qui doit être respecté. Et encore une fois, je me réjouis que ces manifestations aient lieu dans le calme et qu'il y ait eu dans ces manifestations des gens qui, pour la première fois, ont décidé, ils n'y étaient même pas allés pendant les Gilets jaunes, ont décidé de descendre dans les rues. Ce timing, il est mauvais. On a le sentiment qu'Emmanuel Macron veut déprimer le pays. On ne peut pas, quand il y a une crise de l'énergie, une crise du pouvoir d'achat... cette réforme de retraite, il n'y a pas d'agenda caché. Bon, mais elle était prévue quand ? Comment ça ? Pendant la campagne présidentielle. Ah oui, d'accord, mais il y a 6 mois avant, elle n'était plus du tout prévue. Je veux dire, écoutez, vous avez entendu, comme moi, l'audition du patron du Conseil d'orientation des retraites, du président à l'Assemblée nationale. Que nous dit-il ? Il nous dit d'abord que le système, on nous dit que le système est déficitaire des retraites, c'est faux. Le système, il est excédentaire. Ça n'est jamais arrivé depuis 2008. Juste pour cette année. Oui, l'année dernière. Bon, ceci étant, personne ne l'avait vu venir et ça n'est jamais arrivé depuis 2008. Que nous dit le président du Conseil d'orientation des retraites ? Il nous dit qu'il n'y a pas de dynamique incontrôlée des dépenses de retraite à l'horizon 2070. Il nous dit certes une chose. Il n'y a pas lieu de réformer en soi, mais il y a besoin de multiplier les sources de financement. Et il va même plus loin. Il dit que si aujourd'hui, on a un manque à gagner à l'horizon 2030 de 10 milliards d'euros sur 350 milliards d'euros de dépenses des retraites, donc vous voyez qu'on est loin du déficit cataclysmique qui est vendu par M. Attal ou M. Dussopt ce matin dans les colonnes du Parisien et du JDD, c'est qu'on a supprimé ces dernières années des postes de fonctionnaires. Et qu'un fonctionnaire qui cotise à 75% au système de retraite, c'est beaucoup plus qu'un salarié du privé qui, lui, ne cotise qu'à 14%. Tout le monde dit tout et son contraire. Non, mais je vous cite là ce qu'a dit le président du Conseil d'orientation des retraites. Ce matin, vos arguments. J'ai un argument et vous le répétez souvent. J'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'il en est. Vous dites souvent 40 à 50% des gens qui arrivent à la retraite aujourd'hui sont au chômage. Non. 42% des Français qui aujourd'hui arrivent à la retraite sont sans emploi. Sans emploi, ce qui ne veut pas dire au chômage. Ça peut aussi être en sortie des grilles du chômage parce que longue durée. Ça peut aussi être la maladie. C'est 42% des Français d'après l'adresse. Ce pourcentage, il est aujourd'hui contesté. Ce serait entre 12 et 15%. Il y a quand même une différence énorme. 12 et 15% au chômage, mais 42% sans emploi. Vous pouvez être sans emploi, sans être forcément considéré dans les grilles du chômage, c'est-à-dire soit être en chômage de longue durée, soit être touché par la maladie, qui vont inaptes à travailler. Mais voyez donc bien que de décaler l'âge de départ à la retraite, ça veut donc dire faire travailler, ça veut donc dire verser des aides sociales supplémentaires
aux gens qui aujourd'hui sont sans emploi. Donc on voit bien que cette réforme, loin de rapporter ce qui a été vendu par le gouvernement, pourrait aussi coûter de l'argent à l'État. Il y a juste, en réalité, il faut s'extraire un peu du... Excusez-moi, il faut s'extraire, je pense, un peu du débat comptable. La question, c'est comment est-ce que... C'est important quand on cherche de l'argent, qu'il y a une urgence financière. Je vais vous donner des pistes. La question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on assure la pérennité du système de retraite français au XXIe siècle, dans un système où ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui ne travaillent pas, on a 6 millions de chômeurs, et dans un contexte où l'Europe, d'une manière plus générale, est atteinte aujourd'hui par une démographie vieillissante. Il y a 2 leviers qui m'apparaissent importants, la natalité et la productivité. D'abord, la natalité. On n'a jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, mais quand on parle de dépenses de retraite stables à l'horizon 2070, on peut se permettre ce type de réflexion. Donc il faudrait des politiques publiques qui jamais encouragent la natalité dès aujourd'hui. Excusez-moi, aussi peu de bébés. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis 1946, 720 000 naissances en 2022, on n'a jamais fait aussi peu de bébés. Donc il y a 2 solutions possibles. Soit on fait comme l'Allemagne, on a recours à l'immigration et on importe donc les futurs travailleurs. C'est ce que fait la France d'ailleurs. Aujourd'hui, on importe plus de gens qu'on ne fait des bébés. Soit on décide de s'engager sur le long terme dans une politique nataliste pour soutenir la natalité. Et là, Marine Le Pen avait proposé plusieurs mesures, 3 grandes mesures pendant la campagne présidentielle. D'abord, des prêts à taux zéro pour les jeunes familles françaises. Vous êtes un couple, vous vous installez, l'État vous fait un prêt de 100 000 euros à taux zéro, et le capital restant s'annule au bout du 3e enfant, ce qui fait que ce prêt est transformé en subvention. Deuxième mesure, là, ça a été proposé par Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle, la part fiscale pleine dès le 2e enfant. Les Français n'ont pas majoritairement opté pour ce projet. Donc, à partir de là... 42% quand même, c'est pas... Majoritairement, vous m'avez entendu. C'est le premier groupe d'opposition à l'Assemblée. Mais juste pour vous dire que la natalité, soutenir la natalité, c'est un vrai projet d'avenir qui est enthousiasmant pour le pays. C'est ce qu'a fait un défi à long terme. C'est pas ce qui règle le déficit dans les 10 ans qui viennent, Monsieur Bardella. Vous dites que vous allez présenter un contre-projet. Qu'est-ce que vous mettez sur la table? Vous me laissez juste finir sur la natalité, parce que vous m'interrogez sur la natalité, je peux faire court, mais c'est hyper complexe. C'est ce qu'a fait la Hongrie. La Hongrie, en 10 ans, a réussi à faire passer son taux de fécondité d'1,22 enfants par femme à 1,55 enfants par femme. Donc quand on veut soutenir la natalité, on peut soutenir la natalité. Et puis, il faut aussi soutenir la productivité qui n'a pas progressé depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a créé des emplois, certes, mais des emplois à faible valeur ajoutée. Des emplois qui sont des emplois Uber, de l'ubérisation. Quand on crée des emplois Uber, quand on crée des emplois qui n'apportent aucune valeur ajoutée, on n'apporte pas beaucoup de cotisations. Monsieur Bardella, c'est pas que des emplois Uber. 17 000 emplois industriels en moins depuis 2017. 1 million d'emplois industriels perdus ces 20 dernières années. Donc quand vous avez des emplois qui sont des emplois du tertiaire, des emplois de service, vous amenez moins de cotisations dans les caisses de l'État. Donc il faut la réindustrialisation, il faut le patriotisme économique, il faut s'engager sur le long terme sur la suppression, voire la baisse quasi minime des impôts de production pour permettre à ceux qui le souhaitent de créer leur industrie sans être contraints, évidemment, de partir à l'étranger, y compris sur le territoire européen. Et ensuite, je vous réponds sur notre projet. Mais justement, c'est un bon lancement pour la suite sur votre projet et votre stratégie, parce que pas d'appel à manifester, même si vous soutenez les manifestations, et une opposition ferme au Parlement. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Et merci d'être avec nous et surtout avec notre invité ce dimanche, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, député européen. Vous avez salué au début de cette émission la mobilisation conséquente contre la réforme des retraites. Est-ce que vous regrettez de ne pas y avoir participé, de ne pas avoir appelé à manifester ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'invitation des syndicats était un peu raide, quoi. Les syndicats qui... ont exprimé à plusieurs reprises qu'ils ne souhaitaient pas voir les élus du Rassemblement national dans les manifs. Moi, ça me met un peu mal à l'aise tout ça, parce qu'en fait, manifester à côté de quelqu'un comme M. Berger ou M. Martinez qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron, j'aurais le sentiment d'être un Tartuffe à leur côté. Vous voyez, il y a un peu ce sentiment que les gens qui aujourd'hui organisent la contestation, je ne parle pas des participants, parce qu'il y avait dans les manifestations beaucoup de militants, beaucoup d'électeurs du Rassemblement national, d'ailleurs, dont certains sont adhérents des syndicats. Mais je dis juste une chose, on ne peut pas, comme le fait la gauche aujourd'hui, comme le font la NUPES, comme le fait les syndicats, comme le fait la CGT, comme le fait Force ouvrière, appeler à voter pour Emmanuel Macron, dont la seule mesure... La seule option qu'il ait proposée pour le pays durant sa campagne, c'est la retraite à 65 ans, c'est-à-dire un projet de saccage et de casse sociale, et 6 mois après, venir, dans une forme de schizophrénie, organiser la contestation. Ceci étant dit, c'est pas mon sujet, c'est pas mon problème. Je pense que toutes les mobilisations, toutes les contestations se complètent.
On a besoin de l'énergie de tous et de la mobilisation Donc de vous chacun appelez à dans cet manifester effort. J'appelle pas à manifester. Écoutez, juste pour bien comprendre, pour que les gens comprennent bien la pour la nuance. prochaine mobilisation, est-ce que vous dites qu'il faut que les Français descendent en nombre dans la rue? Mais s'ils le souhaitent, bien sûr. Et vos militants et vos syndicats? Mais bien sûr. C'est un appel. Mais bien sûr, mais allez pacifiquement et exposer votre opposition à ce projet de loi. Je dis juste une chose. Nous sommes parlementaires. Nous avons le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Donc notre boulot, notre groupe, ce que les Français nous ont demandé lors des élections législatives, c'est de prendre cette contestation à la réforme des retraites, de l'emmener à l'Assemblée nationale et de porter la contestation au gouvernement et de faire en sorte de mettre toute notre énergie dans la bataille pour que ce texte ne passe pas à l'Assemblée nationale. Fabien Roussel dit s'il faut bloquer le pays pour être capable de bloquer ce projet, nous le bloquerons si c'est nécessaire. Êtes-vous d'accord avec lui? Il a appelé à voter pour qui, M. Roussel? C'est pas la question que je vous pose. C'est ma réponse. Pour bloquer ce projet, est-ce qu'il faut bloquer le pays si nécessaire? Non mais c'est du cinéma, ça. M. Roussel, il y a 6 mois, il était à genoux devant Emmanuel Macron en disant il faut voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Donc c'est pas le problème. Je dis juste que... La nuance, c'était voter contre Marine Le Pen. Hein. Oui, Mais il y a 2 candidats au second tour de l'élection présidentielle, donc si vous votez pas... Et donc ils sont tous illégitimes parce qu'il y a eu ce choix lors de la campagne présidentielle. C'est pour ça que vous ne descendez pas dans la rue. Ça relève d'une schizophrénie profonde. Je veux dire, quand on choisit le bourreau social du peuple français il y a 6 mois et que 6 mois après, on organise des défilés dans la rue, oui, moi, ça me met mal à l'aise. Ceci étant dit, il y a des milliers de Français qui se sont rendus dans ces manifestations. D'autres n'ont pas pu s'y rendre parce qu'ils habitent loin de Paris, qu'ils n'habitent pas en région parisienne, qu'ils ont un travail, qu'ils n'ont pas pu quitter ce travail-là ce jour-là. S'associe aussi, je veux dire, quand il y a 68% de Français qui s'opposent à ce texte, mais moi je dis très bien, peu importe votre bord politique, vous savez, moi je ne suis pas sectaire. Et nous acceptons, nous, toutes les formes de contestation, si tant est qu'elles n'amènent pas, pour vous répondre... Mais vous ne descendrez pas dans la rue à côté des syndicats, mais non, parce ni des forces de gauche. C'est pas ce que dit Sébastien Chenu, député du RN. Vendredi, il dit que lui, pour le 31, la prochaine grande manifestation, il se pose la question d'y aller. Alors, quelle est la position du Rassemblement national? Non, dans sa circonscription. Ça change quoi? Ça veut dire qu'il sera à côté des syndicats? Mais ça change qu'il est député d'une circonscription. Donc on peut manifester hors Paris, mais pas à Paris. Mais je dis qu'à Paris, les cortèges et les manifestations sont organisés par des gens qui ont appelé à voter Emmanuel Macron. Vous pouvez au moins me concéder cela. Ceci étant dit, une fois que vous avez passé la première ligne et la deuxième ligne, il y a des gens qui viennent de tous horizons politiques, dont beaucoup d'électeurs du Rassemblement national. La question, c'est est-ce que vous pensez que les jeux sont faits, que c'est plié dans la rue et que vous estimez que le Parlement, c'est là où la bataille doit se mener? Non, ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il y a 1001 façons de combattre un texte de loi. Et le nôtre, aujourd'hui premier parti d'opposition, qui avons vocation à succéder à Emmanuel Macron dans quelques années, c'est d'organiser cette opposition à l'Assemblée nationale, d'être capable de faire entendre notre contre-projet. Et moi, je pense que plutôt que de monter ces usines à gaz qui inquiètent les Français qui ont commencé à travailler le plus tôt, nous, on défend un système qui est peut-être le mieux disant, le plus juste, qui consiste à dire vous avez commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Nous considérons de facto que vous avez eu un métier qui est plus pénible que si vous avez commencé à travailler plus tard. Et donc, entre 17 et 20 ans, vous devez pouvoir partir à la retraite à partir de 60 ans, et avec 40 annuités. Et vous pensez que vous pourrez le mener, ce débat, au Parlement? Il y a la NUPES et en particulier, je cite la nouvelle chef des Verts, Marine Tondelier, qui a promis la ZAD. Alors pour elle, c'est la zone à défendre à l'Assemblée nationale. Vous pensez que ce sera le lieu véritablement du débat? Non, mais je n'ai jamais été favorable à transformer l'Assemblée nationale en une ZAD. On n'est pas de la NUPES. Et on a 2 conceptions très opposées du débat démocratique parce que notre conception, elle est malgré tout, malgré les désaccords qu'on peut avoir sur le fond avec Emmanuel Macron, respectueuse des institutions, précisément parce que nous aspirons à prendre leur place. Mais il faut être très cohérent. Je veux dire, Emmanuel Macron a une majorité relative. Donc, la question, c'est est-ce que tous les députés des Républicains vont s'offrir et même pas se vendre, s'offrir à Emmanuel Macron comme l'a fait M. Ciotti. C'est pas de la cohérence, ça fait des années qu'ils proposent cela. Clarifier. Oui, mais je dis une chose très juste, c'est que ne se rejoignent pas eux-mêmes. Leurs électeurs, c'est ce qui ressortait d'ailleurs du dernier sondage ELAB, sont très partagés sur cette réforme des retraites. Et même les Français qui ont des conditions un peu plus privilégiées et qui disent, bon, ce texte de loi, pourquoi pas?
en disant, en reprenant à leur compte ce que dit le gouvernement, à savoir on vit plus longtemps, on travaille plus longtemps, ce qui est à nuancer parce que l'espérance de vie en bonne santé, notamment chez les familles les plus modestes et notamment chez les femmes, elle stagne depuis 10 ans dans notre société. Et moi, j'ai une vision très humaine de la retraite. Je pense que la retraite, c'est le patrimoine de ceux qui ont travaillé. Et on n'est pas contraint d'arriver à la retraite en ayant les bras cassés, le dos usé et avec l'ambition de pouvoir profiter un peu de ses proches et de sa famille sans avoir fatigué. Mais ils se sont vendus, donnés. Ils votent tous les textes d'Emmanuel Macron d'abord, mais c'est vrai que vous avez raison, c'est une clarification. C'est une clarification qui est la bienvenue. Qui est en continuité avec leur projet. Les Républicains intègrent donc la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Je dis juste une chose, c'est que leurs électeurs sont très partagés et qu'il y a beaucoup de gens de bon sens dans notre pays qui disent mais pourquoi une telle réforme aujourd'hui et maintenant ? Je veux dire, quand il y a des faillites en cascade d'entreprises, d'artisans boulangers, d'industriels qui sont submergés par l'inflation fiscale et l'inflation des prix de l'énergie, quand vous avez un Français sur deux qui est à 10 € près quand il fait ses courses, quand vous avez des retraités qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, une insécurité endémique, comment pouvez-vous sciemment être attaché à la paix sociale et venir en cette rentrée présenter une réforme aussi brutale que celle que présente le président de la République ? Alors pourquoi, selon vous, certains leaders de votre parti disent il est aux ordres de Bruxelles. C'est une formule que vous reprendriez ? Évidemment, et il est le lieutenant de Madame von der Leyen qui, au travers de son institution, c'est-à-dire la Commission européenne, réclame dans l'intégralité de ses recommandations depuis 10 ans qu'il y ait une uniformisation des régimes de retraite, des réformes de retraite en Europe, et que donc évidemment il y a derrière cette Bruxelles l'ombre de la Commission européenne. Tous les dirigeants européens, pardonnez-moi, sont les lieutenants de Madame von der Leyen. Ailleurs, c'est 65, 67, etc. Peut-être pas les Allemands. Quel est l'âge de départ en réalité l'Europe? Mais non, mais c'est pas le sujet. Il y a deux fois plus. C'est 67 ans. Mais moi, j'ai pas envie de m'aligner sur un pays où il y a deux fois plus. On fait cette réforme parce qu'on est aux ordres de Madame von der Leyen. L'Allemagne est à tel âge, l'Italie est à tel âge. Exactement. Donc, tout le monde a obéi. Exactement. Et donc, l'Allemagne, bon, on peut parler de l'énergie aussi, mais en réalité, si on veut pas remettre en cause les règles du marché européen, on en parlera après, c'est parce qu'on veut pas déplaire à l'Allemagne et qu'Emmanuel Macron préfère probablement plus les intérêts de l'Union européenne et les intérêts de l'Allemagne que les intérêts du peuple français. Mais je veux dire, vous voyez l'Allemagne ? Vous voulez qu'on fasse comme l'Allemagne, c'est-à-dire retraite jusqu'à 67 ans avec 2 fois plus de retraités pauvres ? Parce qu'avec l'ubérisation de l'économie, c'est précisément la voie sur laquelle est en train de nous emmener Emmanuel Macron. Donc moi, je dis juste une chose, c'est que la retraite, c'est pas juste une vision comptable, c'est un choix de société, c'est une vision qu'on a de la vie, c'est une vision qu'on a de l'homme. Je vais vous citer. Vous dites, Emmanuel Macron, le bourreau social du peuple français, Formule 1. Formule 2, le lieutenant de Madame von der Leyen. Vous ne croyez pas que, de son point de vue, il cherche simplement à sauver le système des retraites ? Mais excusez-moi, mais pourquoi disait-il l'inverse il y a encore un an ? Vous ne croyez pas que ce que je crois, de votre point de vue, Emmanuel Macron ne cherche pas à sauver le système des retraites ? Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que... En 2019, il disait précisément que ce serait hypocrite de décaler l'âge de départ. En 2019, il y avait déjà des mesures d'âge dans la réforme qui a été votée. Vous pensez qu'avec 6 millions de chômeurs, le problème de l'emploi est réglé ? Je veux dire, quand on crée des jobs qui sont des Uber jobs, l'Allemagne, c'est ça l'Allemagne, c'est des jobs à 1 € de l'heure. Est-ce qu'on veut vraiment ressembler à un pays où il y a 2 fois plus de retraités pauvres, où on part à 67 ans avec des retraités qui sont obligés de reprendre un travail. Donc moi, je pense que la France a un modèle social à défendre, qu'elle a un modèle social à préserver. Et je pense précisément qu'au travers de la relance de la natalité, de la réindustrialisation, du patriotisme économique, de la création d'emplois de qualité, on peut sauver le modèle de protection sociale français sans tomber dans la violence sociale du gouvernement et sans tomber dans la démagogie de l'extrême gauche. Cette troisième voie qu'on propose, c'est une voie de bon sens. Et je pense que le projet que nous avons défendu pendant l'élection présidentielle est un projet qui permet à ceux qui ont commencé à travailler très tôt d'être protégés et d'avoir aussi la garantie qu'ils partiront à la retraite pour pouvoir profiter un tant soit peu de la vie de leurs proches et des bonheurs qu'offre la vie, encore une fois, dans des conditions de santé qui soient des conditions de santé relativement respectables. On va continuer à en parler parce que justement, on ne peut pas parler de la réforme des retraites sans le contexte d'inflation et de pouvoir d'achat qui est le nôtre. Une courte pause et on se retrouve. Et merci à vous de nous suivre en ce dimanche avec notre invité, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. On a évoqué la réforme des retraites et évidemment, il faut préciser qu'elle arrive, vous l'avez fait, dans un contexte particulièrement tendu, de crise multiple, inflation, pouvoir d'achat. On va en parler, mais concernant, j'allais dire, le chèque énergie que vous avez reçu 2 fois, Jordan Bardella, c'est vous qui l'avez précisé. Vous avez ironisé sur un défaut de ciblage par le gouvernement. Le journal Libération émet l'hypothèse que si vous avez bénéficié 2 fois de ce chèque, c'est que vous ne déclarez pas vos impôts en France de député européen. Est-ce que c'est le cas ?
Non, je déclare, je rassure tout le monde, je déclare tous mes revenus, et notamment mes revenus de député européen en France, à l'administration fiscale chaque année. Et vous doutez bien que si je ne les déclarerais pas, je pense que ça se serait su depuis très longtemps compte tenu de mon exposition médiatique. Donc ce sont des méthodes de voyous utilisées par le journal de Libération qui, probablement, ne vendant plus de papier, cherche un peu à faire du buzz, quitte à salir des responsables politiques. Donc je trouve ça particulièrement malhonnête, déloyal, que de balancer de telles invectives et de telles accusations diffamatoires sans pour autant les justifier. Donc nous avons publié un droit de réponse et Libération sera poursuivie en diffamation. Mais essayons de comprendre pourquoi vous avez reçu, c'est-à-dire sur le Oui, fond, voilà, alors, ce il faut chèque. revenir au truc parce que c'est quasiment de ma faute. fiscale C'est-à-dire que j'ai reçu s'est à 2 trompée. reprises le chèque énergie. Mais juste pour dire une chose, évidemment, je ne l'ai pas encaissé. Mais depuis maintenant plusieurs mois, notre bouclier de pouvoir d'achat, Marine Le Pen l'a défendu pendant la présidentielle, est sur la table. Nous avions notamment proposé comme solution la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble de l'énergie, considérant que l'énergie était un bien de première nécessité. Donc le carburant, l'électricité, le gaz, le fioul, qui est un bien essentiel pour les Français. On a proposé de baisser les taxes sur ce bien. Le gouvernement nous a dit non, on ne le fait pas parce que ça va bénéficier à tout le monde. On préfère ces chèques qui font du ciblage. Sauf qu'en réalité, les Français concernés ne rentrent jamais dans les bonnes cases. Et qu'en réalité, ça exclut toute cette France moyenne, cette France du travail, cette France qui bosse des aides qui sont mises en place par l'État. Donc on nous reproche, si vous voulez, de faire une absence de ciblage avec un ciblage en réponse qui touche des gens qui ne devraient pas rentrer dans ces critères. Là, ce ne serait pas la faute du gouvernement. Soit l'administration fiscale s'est trompée, soit vous avez des revenus extrêmement faibles pour recevoir ce chèque énergie et deux fois. Donc, évidemment que l'administration fiscale s'est trompée. Mais je veux dire, j'accuse pas Emmanuel Macron d'être avec un tableur Excel derrière un ordinateur. Ou alors on vous suit ou alors peut-être qu'ils nous aiment bien et qu'ils ont voulu me faire un cadeau. Mais juste trêve de plaisanterie, je n'ai évidemment pas encaissé ce chèque. Mais voyez bien que cette logique de ciblage, elle a une limite. Et je pense que les mesures que nous proposons, il y a toujours le côté chez eux, usine à gaz, technostructure, bureaucratie. Les gens ne rentrent jamais dans les bonnes cases. Donc, quand on a un pays qui a 46% de prélèvements obligatoires, quand on a un pays où il y a 60% de taxes sur les carburants, le moyen le plus efficace de rendre du pouvoir d'achat aux Français, c'est la paix fiscale. La paix fiscale. On baisse les taxes et immédiatement, à la pompe, sur la facture d'énergie, on rend du pouvoir d'achat au peuple français. Le chèque essence que vient de lancer le gouvernement, c'est un bon dispositif ou c'est un mauvais dispositif? C'est une usine à gaz? Ils sont pas banquiers. On dirait le distributeur de chèques, on dirait des responsables d'agences bancaires du Crédit Mutuel. Je veux dire, le chèque a une logique de court terme. Le chèque ne permet pas de rendre du pouvoir d'achat aux Français. Nous, on propose une vraie vision pour le pays, une vraie vision pour le pouvoir d'achat. D'abord la paix fiscale, avec la baisse des taxes sur l'énergie, notamment sur l'essence, avec un panier de 100 produits de première nécessité à taux zéro de TVA. Les pâtes, les couches pour les enfants, les produits hygiéniques pour les femmes, ce sont des biens importants. On sort la TVA. Et deuxièmement, il faut que le travail paye mieux. Il faut revaloriser l'heure de travail. Et nous proposons notamment ce deal gagnant-gagnant avec les entreprises. Vous augmentez de 10% les salaires de votre entreprise et nous exonérons ces 10% de cotisation pendant 5 ans. Et ça, c'est un moyen qui permettrait à tous les chefs d'entreprise qui nous regardent, qui n'arrivent pas à augmenter les salaires, parce que augmenter les salaires, c'est aussi faire peser sur eux des charges qui sont insoutenables, eh bien, d'oxygéner leur entreprise. Et vous voulez aussi sortir du marché européen de l'électricité, parlons-en, ça c'est un sujet essentiel. Bruno Le Maire vous a répondu ici, il dit que ce serait une impasse de quitter ce marché. La France n'est pas une péninsule en comparaison à d'autres pays, en particulier l'Espagne que vous citez souvent en exemple. Il dit que c'est une impasse en réalité, que ça ne résoudrait rien, que ce n'est pas la panacée. Que répondez-vous à cela ? Que M. Le Maire préfère défendre les intérêts de l'Allemagne et les intérêts de l'Union européenne plutôt que de défendre... Tout le gouvernement préfère l'Allemagne que la France et Oui, bien sûr, évidemment. Il y a un an, Emmanuel Macron avait parlé justement de cette aberration du marché européen de l'énergie. Que les Français qui nous écoutent soient bien au courant. Que si on paye aujourd'hui une électricité à des taux qui est délirant, si nos artisans boulangers, nos commerçants, nos industriels sont contraints de payer une facture qui est 3, 4, 5, 10 fois le prix habituel, ce n'est pas en raison de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est parce que l'électricité en France est indexée sur les prix du gaz. Pour simplifier, hein, l'électricité est adossée sur les prix du gaz. Donc, quand le gaz augmente à cause d'un conflit, eh bien,
la facture d'électricité en France, elle augmente. Nous proposons... Mais pourquoi est-on dans ces règles-là ? Nous proposons par simple bon sens de retrouver la maîtrise de nos prix et de permettre à nos entreprises, à nos artisans boulangers de payer leur énergie au juste prix. C'est précisément ce qu'a fait l'Espagne et le Portugal qui bénéficient aujourd'hui... dérogation Non, mais il ne s'agit pas de sortir temporaire du marché européen de l'énergie, d'échanger avec nos voisins. Il s'agit de reprendre la souveraineté tarifaire et de récupérer la maîtrise de nos prix. L'Espagne et le Portugal l'ont fait, ils sont allés devant la Commission européenne, ils ont négocié, ils payent aujourd'hui une facture d'électricité pour les ménages et pour les entreprises qui est 20% moins chère De manière qu'elle ne temporaire. l'était au printemps dernier. Donc quand on veut, on peut. De manière temporaire. Mais de manière temporaire, le temps que, évidemment, les prix mondiaux, Pour traverser la notamment crise. la spéculation Mais qui il ne s'agit pas de remettre en question le marché européen de l'énergie. Mais il ne s'agit pas de remettre en cause le système d'échange, et même avec l'Espagne d'ailleurs. Je veux dire, ce qui fait foi dans les échanges que vous avez avec vos voisins en matière énergétique, pardon, on ne parle pas de télécommunications, ce sont les raccords physiques que vous avez. Donc on continue aujourd'hui, malgré le fait que l'Espagne ait récupéré la maîtrise de ses prix, d'échanger de l'énergie avec l'Espagne. On continue d'en importer, on continue d'en exporter avec la Suisse, avec le Royaume-Uni, qui pourtant ne sont pas dans l'Union européenne. Donc, oui, il y a des solutions qui marchent. Ce que nous proposons de faire en réalité, pour synthétiser notre ambition, c'est faire tout ce qui marche ailleurs. La renégociation de ces règles de fixation des prix, la baisse de la TVA, l'Allemagne et la Pologne l'ont fait, la suppression de la TVA sur les produits processés, l'Espagne l'a fait. Si ailleurs l'herbe était plus verte, ça se saurait, on le verrait à travers les taux d'inflation. Malheureusement, aujourd'hui, c'est comparable. La France s'en sort mieux, comme le dit Emmanuel Macron. Est-ce que cet argument, pour vous, quand on se compare, on se console, il est à jeter complètement ? Donc, au motif que la France s'en sort mieux que des pays qui ont des économies beaucoup plus faibles, on va donc laisser mourir nos artisans boulangers. La question, c'est au motif que la France s'en sort mieux que Malte ou que Chypre, au motif que la France s'en sort mieux que Malte ou que Chypre, on va laisser mourir nos commerçants. Moi, je refuse cela. Et je viens dire à nos artisans boulangers, ce que vous vivez, c'est la conséquence de choix politiques. Ça n'est pas une fatalité. L'explosion de votre facture d'énergie, elle est la conséquence de l'effondrement d'électricité de France par les gens qui sont au pouvoir, qui se sont comportés à la tête de l'État comme des liquidateurs, qui imposent aujourd'hui à ce bien public qui appartient à tous les Français, qui est EDF, de céder au travers de cette règle de l'Arenh un quart de sa production d'électricité et d'énergie à des fournisseurs privés qui n'ont pas à la produire, qui la récupèrent auprès d'EDF à des tarifs complètement bradés et qui se chargent de les revendre beaucoup plus cher aux particuliers et aux entreprises françaises. Non mais c'est un système de financement de la spéculation. Les Français se font... Moi je dis aux Français, mais réveillez-vous. Vous êtes en train de vous faire piller. Vous êtes en train de vous faire voler. Vous appelez avec au réveil la complicité d'un gouvernement qui accepte ce système et qui préfère, pour faire plaisir à l'Allemagne et pour faire plaisir à l'Union européenne, la mort des artisans boulangers. Là, vous êtes en train de décrire, j'allais dire sciemment, un système d'appauvrissement de ces Français-là. C'est-à-dire que le gouvernement est en train de mettre en place, de se tirer une balle dans le pied socialement et d'appauvrir une partie des Français. Je pense que quand on a fermé Fessenheim, je pense que quand on a abandonné le projet Astrid, je pense que quand on a libéralisé EDF, qui n'a jamais été contesté, quand on a effondré le nucléaire, qui faisait l'objet d'un consensus entre du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy, aucun président français, parce qu'il défendait, indépendamment des désaccords qu'on pouvait avoir avec eux, cet outil industriel énergétique majeur pour le pouvoir d'achat, pour la compétitivité des entreprises, et qu'on a organisé sciemment le démantèlement d'EDF, le démantèlement de notre filière nucléaire, et qu'on est en train de faire de la France... toujours dit la même chose sur le nucléaire, pas vraiment, et qu'on est en train de faire aujourd'hui de la France un pays du tiers-monde qui est obligé de quémander à ses partenaires européens de lui livrer de l'électricité parce qu'on a sous la pression notamment de la gauche et des Verts et de manière idéologique fermer des centrales nucléaires en France, oui, c'est un crime économique et c'est une faute morale. Vous dites toujours la même chose sur le nucléaire. Oui, j'ai toujours dit la même chose. Non, le Rassemblement national. Oui. Toujours. Oui, toujours. Sur le nucléaire. Ah oui, toujours. Mais aucune contradiction. Vous basculez. On ne trouvera aucune contradiction. Mais vous basculez d'une accusation à l'autre. D'un côté, vous dites... Mais allez-y, si vous pensez à... Non, mais si vous pensez à des... Vous avez toujours défendu 100%. Allons-y. Je vous pose la question. Si vous me dites jamais qu'on ne retrouvera aucune déclaration où à un moment il a été dit qu'il faudrait peut-être plus d'énergie renouvelable, que le nucléaire était moins défendu... Non mais attendez, c'est pas pareil. Mais attendez, c'est pas pareil. Toute la question, c'est la question de la répartition dans le mix énergétique. Vous êtes pour le mix. Voilà. Mais c'est ce que fait le pas gouvernement. de mix énergétique sans le principal atout français
qui fait de nous et qui a probablement fait de nous la 7e puissance mondiale, même en déclin, c'est évidemment le nucléaire. Donc nous croyons dans le nucléaire parce que c'est aujourd'hui l'énergie la plus décarbonée que nous ayons et nous croyons qu'il faut ouvrir une trentaine à quarantaine de réacteurs nucléaires, pas 10, pas 12, une filière où on investit, où on relance Astrid, où on développe massivement nos ingénieurs, nos usines, nos filières, pour refaire de la France une puissance énergétique. Je veux juste que les Français qui nous regardent ce matin comprennent qu'il n'y a pas de fatalité à ce qu'ils vivent. Il n'y a pas de fatalité à la réforme des retraites. Il n'y a pas de fatalité au déclin énergétique. Il n'y a pas de fatalité dans cette accumulation de crises qu'on est en train de vivre. Tout ça, c'est la conséquence des choix politiques qui ont été faits par Emmanuel Macron et par ses prédécesseurs. Et moi, j'en termine. Je viens leur dire, en changeant la politique, en changeant les politiques, on peut changer votre quotidien. Vous présentez Emmanuel Macron, vous basculez d'une attaque à l'autre. Vous dites soit il liquide sciemment le modèle français, soit il le liquide à cause de mauvaises décisions. Alors, j'essaie de comprendre. Il veut liquider le modèle français ou c'est involontaire et le résultat est là néanmoins? Est-ce que vous comprenez, vous, la position d'Emmanuel Macron sur le nucléaire? J'essaie de comprendre la vôtre. Je suis pas au pouvoir. Est-ce que vous accusez Emmanuel Macron sciemment de liquider le modèle français? Écoutez, on a un président de la République qui, voilà, 2 ans, 3 ans, et même, on a la chance dans le débat, même une première ministre, Madame Borne, qui se félicitait de la fermeture de Fessenheim, qui se félicitait de l'abandon du projet Astrid, qui allait promouvoir une énergie nucléaire beaucoup plus propre avec des déchets nucléaires renouvelables. Et qui, 2 ans après, 3 ans après, vient nous dire c'est une catastrophe, il faut relancer une filière nucléaire. On a un président de la République qui, il y a 2 ans, 3 ans, nous expliquait que jamais, au grand jamais, il ne reporterait l'âge de départ à la retraite. Et 3 ans après, il fait l'inverse. Donc on a quelqu'un qui dit tout et le contraire de tout. Et le plus inquiétant, c'est à chaque fois avec la certitude d'être convaincu de ce qu'il dit, avec la certitude d'avoir raison. Vous avez dit parfois le contraire sur le nucléaire. C'était en 2017, vous avez dit le nucléaire est dangereux. En 2017, nous avons dit le nucléaire est dangereux? C'est faux. On vérifiera. Okay. Jamais quelqu'un de votre parti a dit que le nucléaire était dangereux. Je vois où vous voulez m'amener et je vais donc prendre les devants du petit montage qui sera fait après, peut-être pas par vous, mais en 2012, 2011, après la catastrophe de Fukushima, Marine Le Pen, présidente du Front National à l'époque, avait dit, et candidate à l'élection présidentielle, avait dit une chose très simple. Elle avait dit, le nucléaire, d'accord, mais il ne faut pas s'interdire de réfléchir à d'autres énergies complémentaires. Et donc, nous n'avons jamais été opposés au mix énergétique. Mais elle a été l'une des premières, d'ailleurs, à évoquer notamment le besoin d'investissement important dans l'hydrogène. L'une des raisons pour lesquelles M. Hulot a quitté le gouvernement, c'est précisément parce qu'il reprochait à Emmanuel Macron son manque d'ambition dans l'hydrogène. Et donc, la précision est bienvenue. Et d'ailleurs, je rappelle que à l'époque, l'autorité de sûreté nucléaire n'avait pas encore remis son rapport sur la sûreté de Fessenheim et sur le fait que la centrale entretenue était évidemment pérenne. Retraite, nucléaire, pouvoir d'achat, inflation. Nous allons également parler des sujets régaliens, immigration, autorité. Une courte pause et on se retrouve. Et notre invité ce dimanche, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Marine Le Pen est revenue de son déplacement au Sénégal où elle a affiché son soutien à l'obtention d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour ce pays. Elle a été reçue également par le président Macky Sall. Quel est le bilan de cette visite pour vous ? Marine Le Pen a rencontré le président Macky Sall. Ça a été l'occasion pour elle de s'entretenir d'un certain nombre de grands enjeux qui vont lier notre continent dans le siècle qui vient. La question migratoire en est un, mais pas seulement. Les relations économiques aussi entre nos 2 nations, pardonnez-moi, la question de souveraineté alimentaire qui est absolument majeure, et la nécessité aussi de faire peser l'Afrique dans le concert des nations, et ça a été notamment l'objet de cette demande d'accorder un siège au Conseil de sécurité de l'ONU pour le Sénégal, qui est un grand pays en Afrique et qui est important pour la stabilité aussi de la région. Certains se sont interrogés. D'ailleurs, la question a été posée par rapport au président Emmanuel Macron. Il n'était pas présent pendant la mobilisation sur les retraites. Marine Le Pen également pour travailler sa stature internationale. Qu'est-ce que vous répondez? Non, pas assez critique, mais ces remarques. Non, mais c'est assez malhonnête et assez injuste que de nous faire ce type de reproche. Vous savez, un déplacement comme celui-ci, et c'est probablement pareil pour Emmanuel Macron, se prépare plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années en avance. Et donc celui-ci, en l'occurrence, le voyage de Marine au Sénégal, s'est préparé il y a très très longtemps. Justement, là, Emmanuel Macron, vendredi, lors de ses vœux aux forces armées, a promis un budget en augmentation de plus de 30% dans le cadre de la future loi de programmation militaire.
Vous n'êtes pas tellement exprimé sur le sujet. Quelle est votre position? Vous soutenez cet effort ou... Oui, je le soutiens. Je pense que son ambition est la bonne. Ça fait maintenant plusieurs années que nos armées sont à l'os. Qu'on a organisé aussi la délocalisation de l'intégralité de notre production militaire. Hein. C'est vrai avec les équipements individuels, c'est vrai avec les tenues, c'est vrai avec les rangers, c'est vrai avec les armes, qui sont désormais, vous le savez, le fusil d'assaut FAMAS, historiquement, a été remplacé par un fusil d'assaut allemand. Donc, évidemment que ce manque de moyens est flagrant aujourd'hui dans l'état de nos armées. Et je pense que d'avoir une armée puissante, c'est aussi d'avoir un pays libre, qui plus est dans des temps géopolitiques assez incertains. Donc, je pense qu'il a eu raison de s'engager en ce sens, et nous le soutenons bien sûr. Vous voterez la loi de programmation militaire? On regardera ce qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas, ce que j'ai entendu de la part du président de la République me semble aller dans le bon sens. Alors, autre projet, va-t-il dans le bon sens? Il arrive bientôt au Parlement, c'est le texte qui est porté par Gérald Darmanin sur l'immigration. Le ministre de l'Intérieur qui ne cesse de dire, Jordan Bardella, qu'il veut encore durcir ce texte, probablement aussi pour récolter les voix des LR. Est-ce que ça va dans le bon sens? Écoutez, il y a eu 30 lois sur l'immigration depuis les années 80. C'est la deuxième vraie grande loi immigration de la part d'Emmanuel Macron. Si on doit en discuter et aborder aujourd'hui une deuxième loi sur l'immigration, c'est bien que la première a été inefficace dans le contrôle des flux. En vérité, l'immigration est l'un des grands bouleversements et l'un des grands basculements pour notre pays dans le temps qui vient. On sait que la démographie fait le destin et les Français ont une inquiétude, c'est que la France disparaisse. Les Français sont attachés à la préservation de leurs valeurs, ils sont attachés à la préservation de leur identité, ils sont attachés à la préservation de leur mode de vie. Et les Français, ils veulent que la France reste la France dans le siècle qui vient. Notre pays et l'Europe, 500 millions d'habitants, est entouré par des civilisations et des continents qui connaissent aujourd'hui un essor démographique sans précédent. C'est vrai avec l'Asie, qui compte 4 des un peu plus de 7 milliards d'habitants que compte notre planète. C'est vrai avec l'Afrique. J'en parlais dans le cadre de la question sur le Sénégal, qui d'ici à 2050 va voir sa population doubler et 450 millions d'Européens à l'horizon 2050 vont faire face à 2 milliards 500 millions d'habitants africains. Donc ça pose des questions, ça pose des défis. Ça pose la première question, la question du contrôle de nos frontières. Or aujourd'hui, la France est peut-être en Europe, dans le monde, l'un des pays les plus attractifs pour cette immigration-là, du fait d'un modèle de générosité sociale illimitée avec la terre entière qui ne connaît aucune frontière. Et c'est peut-être là que nous devrons agir. Donc cette loi, c'est une loi de police administrative, mais qui ne remet pas en cause la manière dont l'État français conçoit notre politique d'immigration. Emmanuel Macron a battu tous les records sur ce sujet. Et évidemment, encore une fois, le contre-projet que nous allons présenter vise à changer radicalement les orientations en matière migratoire qui sont faites depuis des ans. Et immigration qui a des conséquences sur la sécurité des Français, sur les comptes publics et sur évidemment notre culture et notre identité dans d'innombrables territoires. Ils sont nombreux ces temps-ci, à gauche comme à droite, à se tourner vers le Danemark en disant qu'il y a une forme de modèle danois en matière d'immigration. Est-ce que c'est aussi votre avis? Oui, l'exemple danois est intéressant. Le Danemark est un gouvernement, en ce moment en tout cas, est un gouvernement socialiste. Or, le Danemark a conscience des défis qui se posent à lui en matière d'immigration. Et le Danemark a mis en place une mesure que nous souhaitons voir appliquée en France, qui est le traitement de l'asile, notamment dans les ambassades et dans les consulats des pays de départ. On sait que l'asile est devenu aujourd'hui quasiment une filière d'immigration à part entière. Donc il faut évidemment organiser le traitement de l'asile dans les ambassades et les consulats des pays de départ. Il faut mettre fin à l'acquisition quasi automatique de la nationalité française et supprimer le droit du sol. Il faut mettre en place la priorité nationale. Parce qu'en vérité, quand on parle de contrôle aux frontières, évidemment qu'il faut une double frontière. Frontière européenne, avec le renforcement des moyens de Frontex, contrôle aux frontières françaises, avec le renforcement des effectifs de la PAF et des douanes. Mais la première frontière qui nous protégerait de cet afflux considérable de migrants, c'est évidemment la limitation de l'État social français, avec une mesure de bon sens qui consisterait à réserver les aides sociales aux familles françaises. Mais le Danemark va un peu plus loin, si vous me permettez. Il s'agit non seulement de maîtriser les frontières, mais de chercher à sous-traiter. Non, mais à assimiler culturellement ceux qui sont aujourd'hui présents au Danemark, mais qui ne sont pas acculturés à la culture danoise. Est-ce que c'est une tâche que vous voyez pour la France aussi? Mais si oui, comment relancer l'assimilation? La France est peut-être l'un des seuls pays au monde qui est aussi tolérant. Mais cette tolérance, elle a aussi des contre-effets importants pour la stabilité de sa société. L'assimilation est une règle fondamentale de la République française. Quand on vient en France, on s'agrège à la culture française. On abandonne
dans son pays de départ une partie de sa culture d'origine. Or, cet effort exigeant d'assimilation qui a été demandé à la génération de mes parents, qui est arrivée d'Italie dans les années 60, n'est plus demandé aujourd'hui aux générations qui viennent, aux générations qui arrivent. Et il y a aujourd'hui dans notre territoire une génération de Français qui est incontestablement d'ici, mais pour paraphraser Max Gallo, dont l'âme est ailleurs, et qui se comporte bien souvent, on le voit pendant les matchs de foot, en France comme les ressortissants d'un État ou d'un pays étranger. Moi, je n'accepte pas ça. Comment on rapatrie l'âme dans ce cas-là, Jordan Bardella? C'est ce qui est le plus compliqué. Comment ça se décrète pas, l'assimilation, l'intégration? Très peu, on va conclure. Tout passe par l'école, de l'instruction. Allez, je vais paraphraser Jaurès. De l'instruction naît la grandeur d'une nation. Tout commence par l'école. Il faut enseigner à l'école de la République française les fondamentaux de notre langue, les fondamentaux de notre histoire. Il faut arrêter de vivre sur une rente de repentance perpétuelle qui vise à chaque fois à expliquer aux immigrés et aux étrangers qui arrivent en France que la France a toujours mal fait, que la France s'est toujours mal comportée, que la France a toujours un problème avec son histoire coloniale. Oui, l'histoire de France n'a pas toujours été irréprochable, mais la France est une grande nation, la France est un grand pays. Et ce que je déplore moi aujourd'hui, c'est qu'on ne s'aime plus, c'est qu'on n'apprend plus à aimer la France, on n'apprend plus à transmettre l'histoire de France telle qu'elle a été grande et telle que la voit. Vous savez, parfois, il faut un peu aller à l'étranger pour se rendre compte de la beauté avec laquelle est perçue la France et de ce qu'on représente. Donc la France est un pays qui a des atouts considérables, qui a une histoire la plus belle et la plus fabuleuse au monde. Il faut juste qu'on apprenne à s'aimer un peu plus. Si on va terminer sur cette conclusion. Pardonnez-moi, on arrive à la fin. Merci Jordan Bardella d'avoir été notre invité sur CNews, Europe 1 et en partenariat. Je remercie Stéphane Dupont avec Les Échos. Merci Mathieu et bon dimanche à vous tous sur nos antennes communes.